dire que dans le gonflement libre, etc. Donc les gens ont tendance à dire que si le climat évolue comme ça, donc si nous sommes à il y en a qu'on a noté donc ce temps de préfoulement, donc on aura un gonflement qui sera estimé à temps, ou bien on aura un rétrécissement qui va être estimé à temps. Et si on connaît ça, donc on pourra construire là-dessus donc sans problème, parce que nous allons construire en tenant compte de ce gonflement-là pendant 10 ans ou bien pendant 20 ans. Et nous allons construire en tenant compte de ce rétrécissement-là pendant 20 ans ou bien pendant 10 ans. Donc c'est ce que, par exemple, que font, donc il y a des séismes, donc c'est pas la peine de séisme donc de degré temps. Donc les Japonais, avec les séismes, on pourra construire. Donc au lieu de dire que il y a des méthodes qui sont basées sur la théorie de la voilà, il y a des méthodes. Ou bien j'ai partagé, voilà. Donc il y a des méthodes qui sont basées sur la théorie de la consolidation. Il y a des méthodes qui sont basées donc sur la teneur en eau. Il y a des méthodes qui sont basées sur l'aspiration, et il y a des méthodes qui sont basées sur le modèle d'élasticité. Donc pour les méthodes qui sont basées sur la théorie de la consolidation, on va utiliser donc des variables, des variants. Donc, que ce soit la contrainte nette ou bien la solution. Yes, hein? Donc là est initié par VF 2004. Je vais attaquer. Donc c'est la théorie. Donc méthode de VF Redland. Donc, ont étendu donc la théorie générale de la consolidation des sols non saturés pour développer une méthode de prédiction du soulèvement du sol à une ou deux variables, à une ou deux ou trois paramètres de dimension. Donc, si vous prenez l'échantillon du sol, à partir de cette méthode-là, il y a des modifications. Soit il y a des contraintes qui s'exercent au niveau de votre sol, soit il y a une variation de la scission. Donc, quand on parle de scission, donc, soit il y avait de l'eau et l'eau a tendance à s'évaporer. Et dans ce cas-là, il y a une variation. Donc, si suivant ces deux paramètres-là, la contrainte nette est donc les mouvements qu'on aura au niveau donc, de l'échantillon. Donc, les mouvements au niveau de l'axe X, de l'axe Y ou bien de l'axe Z. Donc, on peut dire donc les mouvements suivants ces trois axes-là, ou bien l'un de ces axes, ça dépend. Donc, mais dans tous les cas, donc, vous aurez donc les déformations, ou bien vous aurez les mouvements du sol par rapport à la rentrée ou bien à la sortie donc d'eau, donc de l'échantillon. Donc, Fredland va utiliser donc ces variables-là. Donc, ces variables, j'espère que vous le connaissez. Donc, la contrainte nette, donc que l'on appelle donc la contrainte nette. Ensuite, il y a l'autre paramètre qui est la scission. Donc, la scission n'est rien d'autre que le UA, donc la pression d'air moins le UW, donc la pression de l'eau. Et dans ce cas-là, vous avez donc, suivant la direction X, donc si vous voulez déterminer donc les déformations que vous aurez au niveau de l'axe X, donc vous allez appliquer cette équation-là. Ou bien, voilà, l'équation qui est en bas, EX. On peut faire la même chose suivant l'axe Y. On peut faire la même chose suivant l'axe Z. Mais dans tous les cas, il faut connaître donc les variations là, donc les paramètres là, la contrainte et la pression de l'air et la pression de donc la pression de la soit le boucan variable par rapport à une variation donc de sigma U. De sigma UW, la contrainte de paramètre qui est la H1, qui est aussi un module d'élasticité par rapport à la variation de cycle à la production. Donc il y a un autre est associé donc à la contrainte nette, c'est un module d'élasticité associé à la contrainte nette, et la H est
d'un module d'élasticité qui est associé à la variation de la succion. Donc, une fois que vous avez donc ces deux paramètres-là, donc la contrainte et la pression d'air, vous pouvez déterminer donc pour n'importe quelle direction donc les déformations que vous aurez. Voilà, donc l'équation générale est là, donc pour aller. Voilà, l'équation générale, c'est l'équation plus vite, E égale à CT plus CA D UA moins UW. Donc le CT et le CA, donc ce sont des coefficients de compressibilité. Donc coefficient de CT, coefficient de compressibilité associé donc à la contrainte nette, et CA, coefficient de compressibilité associé à la succion. Les D, c'est l'épaisseur. Donc si vous voulez étudier donc le mouvement donc du sol d'un argile, donc il y a une épaisseur peut-être de 1 mètre. Donc le D, vous allez utiliser ici 1 mètre. Donc connaissant donc le coefficient de compressibilité, ensuite le coefficient de compressibilité associé à la succion, vous connaissez donc l'épaisseur de la couche, ensuite la contrainte, s'il y a un poids donc qui est exercé au niveau de votre couche, c'est ça qui va constituer donc le sigma là. Ensuite le UA, c'est la pression d'air. Donc on mesure donc la pression d'air. Ensuite vous pouvez déterminer le E qui est le mouvement donc de votre sol, donc de l'élément solide. Donc le E est déterminé à partir de ce là. Et donc la variation, donc si vous connaissez donc les variations qu'il peut y avoir au niveau donc de la pression d'air, au niveau donc de l'eau, etc., ou bien le poids qui va se, peut-être si on change l'élément là, si l'élément change là, on aura tant, etc. Donc ce sont ces genres-là d'équations qu'on a tendance à déterminer. Voilà. Donc on le détermine au niveau de la structure du sol, donc les éléments solides. On peut aussi déterminer donc ça, donc les variations de l'eau, le sol, les variations de la aussi, on peut d'éléments solides, d'éléments. Par exemple, quand vous prenez l'échantillon, donc c'est constitué, donc c'est pour déterminer les déplacements ou bien les mouvements de l'élément solide. Pour l'élément eau aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc pour l'élément eau, donc on peut faire donc l'état W. Donc pour l'état W, on utilise cette équation. Donc l'élément eau ici, donc les mouvements concernent l'élément solide, mais ça concerne aussi l'eau. Donc c'est limité seulement au mouvement donc du sol. Donc il faut sigma y, etc. sur 3H1 UA moins UW sur R1 avec donc H et R, donc les éléments qui sont détaillés ici. Donc le θ W, c'est l'entrée ou la sortie de l'eau. Par exemple, si vous voulez noter donc les modifications qu'il y en a au niveau donc de l'eau qui est à l'intérieur de l'échantillon, donc on ne va pas dire que l'eau va, parce que l'eau est incompressible, on ne peut pas compresser l'eau. Donc ce qu'on peut noter ici, donc sur le mouvement de l'eau, bien la sortie, c'est l'entrée ou bien, donc on peut étudier, parce que comme l'élément, le sol peut être compressible, donc on peut étudier donc les variations d'épaisseur, etc. Mais pour l'eau, on va étudier donc l'entrée ou bien la sortie. Quand il y a entrée, quand il y a sortie, ça va affecter donc le gonflement ou bien le retrait de l'échantillon. C'est ça donc qu'on détermine ici à partir donc de l'état W. Et comme dans les hypothèses, on a dit que c'est pour un élément linéaire. Donc pour des éléments qui ne sont pas linéaires, on peut introduire ces paramètres-là. Donc les paramètres, vous voyez que dans l'équation générale que j'avais montré tout à l'heure, avec le CD D multiplié par sigma moins U W, donc plus, etc. Si on veut déterminer donc pour des éléments non linéaires, on va utiliser donc ces paramètres-là. Donc le 1 sur D rond, voilà, c'est ça qu'on a introduit donc pour élargir l'équation, donc pour des éléments qui ne sont pas linéaires. Vous comprenez?
Et il peut y avoir donc des surfaces et ce qu'on a. Voilà, donc des surfaces constitutives. Donc, pour les surfaces constitutives, donc, vous avez ici la contrainte nette, donc sigma moins W, ici vous avez donc la variation du volume d'eau. Donc, et vous avez ici donc les coefficients M2W et M1. Donc, quand il s'agit donc de l'eau, vous aurez des M2W. Mais quand il s'agit donc du sol, donc au lieu d'avoir ici un θW, vous aurez ici donc l'élément sol qui sera au niveau donc de Z. Et au lieu d'avoir ici donc des M2W, donc la variation de la situation ici, donc ici la variation donc de la conduite, vous aurez M2S. Ici vous aurez les surfaces constitutives. Donc, suivant donc les deux paramètres qui sont utilisés par Friedland et Friedland. Donc, pour l'air, donc il n'y a pas de calcul. Donc, on peut, connaissant donc les modifications qu'on a pour l'élément solide, les modifications qu'on a pour l'eau, soit les entrées ou bien les sorties d'eau. Donc, le changement de volume d'air présent dans un élément peut être écrit comme la différence entre le changement de volume d'eau donc dans l'élément. Donc pour le sol, vous faites de la structure du sol, du volume. Donc vous enlevez donc l'élément d'eau présent, donc ce qui reste, ça va être donc l'élément air qui va rester. Donc pour ce modèle-là, donc ce qu'il faut connaître, ce sont les deux paramètres qui sont utilisés, donc la contrainte nette et la scission. Donc pour déterminer donc les déformations, donc les mouvements du sol, on va attaquer d'abord donc l'élément solide. Pour l'élément solide, donc pour déterminer donc l'entrée ou bien la sortie d'eau au niveau de l'échantillon, parce que l'entrée et la sortie d'eau donc va affecter donc le volume ou bien les variations donc de volume de l'échantillon. Donc il y a aussi l'équation qui est donnée là-bas. Mais dans tous les cas, donc on a posé l'hypothèse que c'est un élément linéaire. Mais pour agrandir ça, donc il y a des paramètres qu'on peut ajouter au niveau de l'équation générale, donc pour un tout petit peu dégager donc l'aspect linéaire. Donc c'est l'équation que j'ai montrée tout à l'heure. Et pour l'air, donc c'est pas la peine donc de faire des calculs. Il suffit simplement de connaître donc le volume de la structure du sol et donc le changement de volume d'eau présent dans l'élément. Donc vous faites la différence, donc vous aurez une idée sur donc l'élément air qui est au niveau de l'échantillon. Donc ça c'était pour le modèle, ce modèle-là. Ensuite il y a un autre modèle donc qui est donc, la teneur en eau donc de l'échantillon. Donc ce modèle-là est présenté par Brio et al. En 2003. Voilà, Brio et al. Ont présenté ce modèle-là en 2003 qui utilise ici la teneur en eau. Donc on attaque ce modèle-là. Donc on proposait une méthode pour estimer donc le mouvement vertical, rétrécissement ou gonflement, donc à la surface du sol en raison donc des variations de la teneur en eau du sol au fil du temps. Donc la teneur en eau du sol a été utilisée comme paramètre directeur. Donc la place et la profondeur de variation de la teneur en eau peut être estimée à partir d'une combinaison d'expériences, de bases de données, d'observations, etc. Donc ici, ce qu'il faut connaître, c'est d'avoir une idée sur la variation de la teneur en eau, c'est limite à quelle profondeur. Donc nous avons une variation de teneur en eau, par exemple de 1 à 3 mètres, de 1 à 4 mètres, etc. Il faudra avoir une idée sur ça. Ensuite, on peut utiliser donc certaines données ou bien des observations donc pour compléter. Et dans ce cas-là, dans cette méthode, ce qu'il faut connaître, les études préliminaires qu'il faut faire pour avoir cette méthode, c'est d'abord, que j'ai dit tout à l'heure, donc connaître donc l'avancée donc de l'infiltration que l'on appelle donc l'avancée donc de la profondeur d'humidité.
bon. Voilà, ici, donc, il faut déterminer la profondeur à la donne en eau. D'abord, la fuite de votre site. Ensuite, recueillir donc les types de sol. Donc, recueillir les types de sol donc, du site. Par exemple, quand vous avez donc, votre zone, donc, vous devez avoir donc, la lithologie de la zone. Parce que si vous voulez aborder donc, cette méthode-là, donc les gonflements, par exemple, quand vous avez donc, de l'argile sableuse, de la manne, etc. Donc, vous n'allez pas définir, donc, vous n'allez pas déterminer donc, le gonflement de façon de la même chose. Parce que les couches de sol présentes ne sont pas les mêmes. La lithologie n'est pas la même. Donc, dans ce cas, le gonflement va être différent. Donc, de l'argile sableuse, de la manne, de la dépésite, etc. Donc, dans ce cas, vous prenez la couche concernée, vous faites les études. Donc, j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous déterminez donc la profondeur de filtration d'eau. Ensuite, recueillez donc les types de sol, ça je l'ai dit. Ensuite, effectuez donc les tests de rétrécissement. Donc, les essais de retrait. Ensuite, déterminez donc le module de rétrécissement gonflement qui est noté EW et le rapport de retrait. Donc, le rapport de retrait qui est noté F, c'est-à-dire le rapport de la déformation verticale à la déformation volumique. C'est ça qui est noté F. Ensuite, vous déterminez donc le changement de la teneur en eau, donc en fonction de la profondeur. Donc, pour chaque profondeur, donc vous déterminez la teneur de l'équation de cette couche de sol I. Donc, imaginez que vous avez 3 couches. Donc, pour chaque couche, vous allez faire ces études-là. Ensuite, pour chaque couche, vous allez déterminer donc ces variations, donc les déformations ou bien les fluctuations qu'il y a au niveau de l'épaisseur en fonction donc de la teneur en eau. Ensuite, vous le faites pour la deuxième couche, ensuite la troisième couche. Et maintenant, pour avoir donc la déformation totale, donc vous faites la générale, c'est ça, c'est HI égale à HI. HI qui n'est rien d'autre que l'épaisseur de la couche concernée multiplié par FI qui n'est rien d'autre que le rapport de retrait. Donc, ce rapport-là, qui est le rapport de la déformation verticale sur la déformation volumique. Ensuite, vous le multipliez par DW qui est la teneur en eau de la couche concernée que vous allez diviser par EWI. Donc, EWI qui n'est rien d'autre que le module de rétrécissement. Donc, et dans ce cas-là, vous aurez donc la variation d'épaisseur de la couche 1. Vous faites la même chose pour la couche 2 et la couche 3. Ensuite, vous faites la somme et vous aurez donc la déformation donc, de votre site. Voilà, donc ça c'est pour la teneur en eau. J'espère que ce modèle-là est beaucoup plus simple que celui que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a aussi d'autres modèles qui utilisent d'autres méthodes qui utilisent donc l'aspiration. Donc l'aspiration, c'est la méthode de vraie école. L'aspiration, ce n'est rien d'autre que la scission. La scission, donc, ce modèle-là, vous êtes épuisé aussi, vous aussi. Voilà, donc cette méthode-là. Voilà, donc en 2005, on développait un programme informatique noté tel. Donc, il est nommé d'après Sixon Hayes. Donc, pour prédire les changements particuliers. Donc, couverte. Donc, le programme, donc, ils ont utilisé ce programme-là, le programme CHES. Donc, il va impliquer donc un modèle. D'abord, un modèle de débit d'humidité pour estimer donc le mouvement de l'eau à travers les sols expansifs non saturés basés sur l'équation de division développée par Mitchell, donc qui est l'équation en bas là. Ensuite, un modèle de changement de volume. Donc, il faut d'abord connaître comment évolue l'humidité du sol. Ensuite, pour l'autre modèle, donc c'est le modèle donc, qui nous donne une idée sur le changement de volume donc, développé par Wray en 1997 pour estimer donc le mouvement vertical du sol, soulèvement ou retrait associé au changement d'aspiration
l'élévation donc du sol. Donc ce modèle utilise donc ça, donc ce sont les donc je pourrais d'autres modèles qui sont qui combinent. Donc j'ai disais que je vais vous donner une aperçu sur ça. Ça demande vraiment des plus approfondis. Peut-être si on aura pour l'occasion, donc je pourrais développer donc, de façon un tout petit peu détaillée. Donc même chaque modèle on peut faire, pour chaque modèle on pourra peut-être faire quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour ce modèle-là, qui utilise donc la scission, donc je vais vous donner l'équation qui est utilisée là-bas. Donc c'est l'équation générale qui est utilisée ici. Vous avez un delta HI, IJK, donc suivant les axes, c'est A et delta Z, donc sigma HI. Donc avec ces paramètres-là qui sont notés ici. Donc, ici vous avez donc le soulèvement, donc l'épaisseur incrémentale. Ensuite, le sigma IJK qui est l'indice de donc l'épaisseur de la couche, delta PF qui est donc le changement de scission total du sol. Vous devez connaître donc le changement de scission total du sol. Ensuite, le delta PF qui est le changement de scission du sol sur l'épaisseur incrémentale, donc sur l'épaisseur concernée. Pour la dernière, ce modèle-là que j'ai pris en ma recherche, voilà, on dit d'élasticité. Donc, l'élasticité que vous aurez à partir de l'essai audiométrique. Donc, c'est un module d'élasticité à l'état saturé. Vous voyez, et que dans la majeure partie des cas, donc, ce qu'on fait au laboratoire, donc, on utilise donc l'échantillon comme étant, donc, quand vous faites l'essai audiométrique, donc, vous considérez que l'échantillon est saturé. Mais sur le terrain, donc, le sol n'est pas saturé. Vous voyez, donc il va y avoir, donc avec les essais qu'on a, donc les essais audiométriques qu'on utilise donc pour le dimensionnement, etc. Donc on fait un essai sur un sol saturé, mais sur le terrain, donc le sol n'est pas saturé. Vous voyez, il peut y avoir donc une certaine différence. Mais avec cette méthode-là, donc vous utilisez donc l'essai audiométrique. Donc, en utilisant l'essai audiométrique, donc vous prenez le module d'élasticité, l'élasticité d'un sol non saturé. Et ce module d'élasticité-là, d'un sol non saturé, vous la calculez à partir du module d'élasticité donc de ce sol saturé-là. Donc, je vais vous montrer ça directement. Donc, en passant par l'équation, donc l'équation générale est là. Je vais vous montrer l'équation générale. Voilà pour ce modèle. Voilà, pour ce modèle, l'équation générale est là, donc delta EV, donc changement volumique, c'est égal à M1. Donc ça, ce sont des coefficients qui sont associés à la contrainte nette. Vous voyez que l'équation là, ça ressemble à l'équation donc de Freeland et Vie. Donc la première méthode qu'on a montrée, en quelque sorte, c'est ça. Donc cette méthode d'élasticité là a utilisé donc la méthode de Freeland, mais elle a apporté donc des modifications. Ils ont apporté des modifications à cette méthode. Vous voyez que c'est la même équation, mais ce qui différencie ici, c'est les coefficients. Que là-bas, j'avais un CD et un CA. Ici, j'aurai un M1S et un M2S. Ce sont ces paramètres-là qui vont changer, mais c'est en quelque sorte, ça part donc de l'équation donc de Freeland, et ils ont apporté et donc des modifications. Le M1S et le M2S peuvent être liés au module d'élasticité. Donc le module d'élasticité, c'est E, est associé à un changement de contrainte normale nette et un changement d'aspiration matricielle. Donc pour cette équation-là, ce qu'il faut déterminer, c'est de déterminer d'abord donc les modules. Le module E et le module H. Le module E,
est associé à la contrainte nette et le module H est associé à la scission. Ensuite, on détermine donc les coefficients là, le M1S et le M2S. Vous voyez que sol sous chargement tridimensionnel, donc le M1S est déterminé suivant cette équation. Vous voyez, donc c'est 3 facteur de 1 moins 2 nu sur E. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est ce E-là, je ne vais pas utiliser un E saturé. Donc je vais déterminer un autre E à partir de ce E. Donc c'est ce E-là que vous allez utiliser parce que j'aurai un sol non saturé. Voilà. Donc il est préférable de résoudre le problème pour un sol non saturé. Parce que c'est très rare dans le cas, sauf dans les nappes, que vous aurez un sol saturé. Donc si vous déterminez donc le gonflement, le retrait donc d'un sol saturé au laboratoire, donc ne dites pas que ce gonflement-là, c'est la même chose que vous aurez au niveau du terrain, parce qu'au niveau du terrain, qui vous dit que le sol est saturé? Tel n'est pas le cas. Voilà, donc ce sont ces paramètres qu'on détermine. Ensuite, il y a l'équation. Donc, au niveau de l'équation générale, par exemple, si vous êtes au niveau de l'équation générale, donc quand il n'y a pas de contrainte, par exemple, vous avez un sol où il n'y a pas de construction. Par exemple, dans votre sol, il n'y a pas de construction. Et que vous jugez que vous voyez que la contrainte est faible. Par exemple, votre sol se situe au niveau de la partie supérieure. Donc, c'est pas la peine donc de mettre le premier terme. Le premier terme, c'est quel terme? C'est le sigma UA. Donc, le premier terme, la sigma UA. Donc, pour un sol au repos, où il n'y a pas de charge ni rien, où il n'y a pas d'autres couches qui sont au-dessus de lui, donc vous pouvez éliminer donc le premier terme. Donc, le sigma UW, vous éliminez tout ça. Et dans ce cas-là, donc la déformation que vous aurez, ce sont des déformations qui sont uniquement dues au phénomène donc de scission, de rentrée ou bien de sortie d'eau. Donc, vous aurez là-bas un DUV, c'est égal à M2S multiplié par D, facteur de UA moins UW, parce qu'il n'y a pas de contrainte supplémentaire. Vous voyez, on peut utiliser ça. Donc, pour un sol au repos, la contrainte ou bien le poids d'air est faible ou bien négligeable. Donc ça, c'est un cas particulier. Ensuite, donc pour la détermination, voilà, je vais vous montrer directement donc comment on fait pour déterminer donc le module d'élasticité non saturé à partir du module d'élasticité saturé. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser ce module d'élasticité-là au niveau de l'équation générale. Parce que je ne peux pas utiliser donc le module d'élasticité saturé. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, ici, E saturé à partir de l'essai odométrique, facteur de 1 plus alpha UA. Donc, c'est la scission qui atmosphérique qui va intervenir. Et ces deux paramètres-là, donc le bêta et alpha, ce sont des paramètres du modèle. Donc, ce sont des paramètres d'ajustement qui vont intervenir. Donc, par exemple, quand je prends un sol, je détermine donc, je fais l'essai odométrique, je détermine donc son module d'élasticité. Ensuite, je vais utiliser ce module d'élasticité, connaissant donc les variations de la scission et de la pression atmosphérique. Donc, je peux déterminer donc le module d'élasticité non saturé. Et c'est ce module d'élasticité non saturé que je vais utiliser donc dans l'équation générale, donc pour déterminer donc les variations volumiques. Voilà. Donc c'est un tout petit peu de façon romancée que je vous ai présenté donc ces différentes méthodes. Mais il y en a 4 méthodes basées sur la théorie de la consolidation, méthode basée sur la variation de la teneur en eau, méthode basée sur la variation de la scission et méthode basée sur le module d'élasticité. Et pour chaque modèle, donc il y a des avantages et des inconvénients. Donc, pour certains modèles, donc c'est un bon modèle, mais par exemple si on veut l'appliquer ici au Sénégal, on n'aura pas les moyens. Donc, il vous faut donc des laboratoires donc, qui sont très développés parce qu'il y aura des essais donc vous devez faire, etc. Il y a d'autres modèles donc qui ne sont pas difficiles à réaliser, mais peut-être qui ne sont pas très fiables par rapport à d'autres. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des paramètres qu'il faudra prendre en compte si peut-être dans l'avenir vous voulez donc étudier ces paramètres-là, ou bien vous voulez envisager de faire donc des recherches là-dessus. Donc, il faudra donc voir donc les inconvénients, la possibilité, etc. Donc, en quelque sorte, c'est ça que j'ai préparé
que j'avais préparé pour vous. Comme je l'ai dit à Fallou, j'étais en voyage. Bon, je me suis précipité donc pour partager avec vous ça. J'espère que c'est un tout petit peu ramassé, mais bon, je pense que s'il y a aussi des questions, donc on pourra s'attaquer directement à ça. Je pense que la présentation est finie. Si c'est bien été positif, merci. Oui, en tout cas, merci beaucoup, M. Khadim Faye, encore une fois, pour cette brillante présence vis-à-vis du comportement des agents gonflantes. Et je pense que cette présentation a été très instructive, tant dans le domaine de la géologie que dans le domaine aussi de la géotechnique. Voilà, parce que pour n'importe quel problème posé, avant tout d'abord, il faut savoir son origine et raison pour laquelle, en sachant cela, voilà, cela va nous permettre, voilà, d'une manière très simple de connaître comment aborder en fait le problème. Et pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début, je vais parler aussi de la genèse, qui parle de genèse par bien évidemment de l'origine, voilà, sur les roches, même à partir des roches basaltiques, qui va donner, voilà, tout simplement des argiles telles que les simictites. Vous avez aussi parlé de la structure minéralogique, qui parle de structure minéralogique, qui parle aussi de la disposition de ces minéraux, tels que, voilà, des feuillets, voilà, qui ont la capacité tout simplement d'absorber de l'eau. Voilà, l'eau et les argiles, et dans lequel vous avez parlé aussi tout simplement de deux types de liaisons, à savoir les liaisons hydrogènes et aussi les liaisons de Van der Waals, c'est-à-dire des liaisons d'énergie, voilà, au niveau de ces structures-là. Vous avez parlé aussi des caractéristiques géotechniques indirectes, voilà, qui nous intéressent carrément, vraiment qui nous intéressent, à savoir la détermination de certains paramètres pour mieux connaître et pour mieux aussi maîtriser, voilà, les argiles. Et le travail ne se limite plus au dimensionnement, mais c'est de savoir apporter des solutions par rapport aux problèmes environnementaux qui sont posés. Et à travers aussi cette brillante exposition que vous nous avez faite, vraiment, on a compris beaucoup de choses, beaucoup de choses par rapport aux argiles. Et encore une fois, on vous remercie, voilà, sur ça. Et de votre disponibilité, tout, voilà, vraiment, vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et on va essayer de passer dans la deuxième partie, à savoir les questions. Donc, s'il y a des questions, voilà, vous pouvez les poser pour qu'on puisse répondre ça et après, voilà, essayer de lever la science si possible. Et merci beaucoup encore une fois. Oui, merci. Merci, Fallou. Oui, est-ce qu'il y a des questions?